Pasteur, quand j'approche un enfant, il m'inspire deux sentiments. Celui de la tendresse pour le présent, celui du respect pour ce qui peut être un jour. C'est un peu ça. Je suis heureux d'avoir participé à New York à la création le 1er décembre 2019 de la Société internationale d'orthodontie pédiatrique et d'avoir repris en juin 2020 la présidence de la Société française d'orthodontie pédiatrique. Bien sûr, ces réunions nous permettent National d'échanger avec Communication d'autres Association spécialistes professionnels du monde or entier the sur AAPND or l'avantage global de cette other groups orthodontie more au niveau entrepreneurial, more des patients nimble. et des jeunes. L'orthodontie pédiatrique, elle évoluera, elle se développera à une seule condition, c'est qu'elle soit efficace. C'est une autre spécialité, mais c'est une autre spécialité que les spécialistes doivent connaître. C'est-à-dire qu'être un spécialiste, c'est pouvoir s'adapter à ses patients et non pas adapter ses patients à sa technique. La date la plus importante, ça a été 2004. En 2004, l'ANAS, qui est maintenant devenue la Haute Autorité de Santé, publiait ses recommandations concernant l'orthodontie et l'orthopédie dentofaciale et établissait un certain nombre de pathologies qui devaient être traitées en denture temporaire. Il conseillait d'une manière consensuelle que la première consultation ait lieu systématiquement avant l'âge de 6 ans. Seulement, les choses n'avancent pas très vite, puisque même en 2007, avec toute l'expérience que nous avions des traitements orthopédiques précoces à Robert Debray, j'ai reçu une lettre me demandant si j'avais une autorisation du comité d'éthique pour me livrer à des expérimentations humaines sur de jeunes enfants. Bon, la réponse était évidente. Ce sont des traitements qui sont inscrits à la nomenclature de la sécurité sociale et remboursés par cette dernière. Je partage ces idées du docteur Fellus et vous laisse avec le témoignage du professeur Jean Delair. Beaucoup d'orthodontistes à l'heure actuelle disent « Amenez-moi votre enfant quand il aura 9 ans. C'est fini, ils n'ont plus d'action sur cette partie. S'ils essaient d'agir, ça ne marche pas. Ils disent ça c'est pas possible. Du moment que je n'obtiens pas ce résultat, c'est pas possible. En réalité, c'est une erreur. C'est parce qu'ils n'ont pas respecté cette notion de développement chronologique de la partie antérieure, c'est de la naissance à 6 ans, plus particulièrement de 3 ans à 6 ans. Dans l'actualité de la santé, c'est un objet que portent en eux 10% des enfants, les appareils dentaires qui garantissent en principe un sourire immaculé. Après quelques années de moquerie, doivent être portés dès le plus jeune âge. Isabelle Marc et Bassel Alrifai nous expliquent pourquoi il ne faut pas attendre d'avoir 10 ou 11 ans. Et à partir du moment où la nourriture est dure, elle doit être mastiquée et non pas avalée par succion. Comme avec le biberon, on a une contraction des joues et qui empêche les mâchoires de grandir. Les problèmes dentaires des parents ne sont absolument pas transmissibles. Si on n'intervient pas tôt, la croissance va aggraver ces choses-là et on va arriver à un âge où on n'aura plus d'action au niveau de la croissance. Donc il faudra compenser en enlevant des dents définitives, en mettant des forces mécaniques, des casques et tout. Il y a encore beaucoup de gens qui font ça actuellement. C'est des gens qui n'ont rien compris à l'orthodontie. Ils font de l'orthodontie, ils rangent les dents qui sont en place. Alors pour pas que ça soit bousculé, ils enlèvent une dent de chaque côté, en haut et en bas. Il y a de plus en plus de procès aux États-Unis pour mutilation pour des orthodontistes qui ont enlevé 4 prémolaires. Ça va venir enfin. En réalité, l'orthodontie pédiatrique, ce n'est pas un transfert des techniques de l'orthodontie de l'adolescent vers le jeune enfant, c'est véritablement un autre métier. Pour comprendre l'orthodontie pédiatrique, il faut revenir aux théories de la croissance et cette approche fonctionnelle de Moss en 1968 qui nous dit que l'os ne croît pas, on le fait croître et que l'adaptation du génome dépend de la fonction. La matrice grandit et le squelette répond. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas d'organes, le squelette ne se développe pas. Et c'est les organes et les fonctions, dans notre partie la langue et toutes les fonctions de mastication, de respiration, de déglutition, qui vont permettre au visage de se développer. Alors bien sûr, avant, on pensait que c'était juste la croissance normale génétique qui permettait. Et maintenant, pour nous, on voit bien que si les organes et les fonctions ne sont pas là, ça ne se développe pas. Alors bien sûr, nous partageons cette idée de dire qu'il n'y a pas de science sans controverse. Et l'idée en science qu'il y a un consensus, c'est une fantaisie, c'est pas vrai. La science est faite de controverses.
Alors, comment sont nées ces controverses en orthodontie pour savoir si on traitait à 12 ans quand toutes les dents étaient là ou si on traitait plus jeune? Eh ben, c'est l'évolution de la science et l'évolution des résultats. On a d'abord commencé l'orthodontie en travaillant sur les enfants avec des appareils, des palets, des choses comme ça. Ensuite, on est arrivé aux bagues. On s'est rendu compte après, plus tard, des résultats 30, 40 ans après sur les adultes, des extractions qu'on avait fait et des traitements tardifs. On s'est rendu compte aussi que l'os était malléable, que l'os pouvait être modifié, qu'il pouvait être développé et que l'arrivée de nombreuses spécialités telles que les orthophonistes, les ostéopathes, les posturologues nous ont aussi aidés à comprendre que les choses étaient adaptables et que si on héritait de gènes, le génome pouvait s'adapter et qu'à partir de là, on pouvait faire une orthodontie différente et d'où l'orthodontie pédiatrique. Alors, si on regarde les données de la santé de l'Organisation mondiale de la santé, on ne doit pas oublier non plus que la santé est un état de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. À partir de ce moment-là, dès qu'on dépiste une malformation, il faut la traiter. Alors, la collaboration entre spécialistes, c'est l'entretien avec Michel Lim qui dit que la fonction modèle la forme et la forme conditionne la fonction. Donc bien sûr que l'anatomie des dents, des mâchoires, du visage et du sourire se modèle dans le temps comme un peu une plante qui grandit et que ce modelage n'est pas uniquement sous influence génétique des parents, mais dépend aussi du fonction et des facteurs épigénétiques. Alors ne pas traiter jeune, Daniel Rollet, qui nous a malheureusement quittés, qui est un orthodontiste aussi passionné de ces traitements jeunes, expliquait bien que ne pas traiter jeune est une perte de chance. Et il recommande aussi ces recommandations de la HAS et de l'ancien NAS qui dit qu'il faut traiter jeune et que quand on dépiste, il ne faut pas attendre l'âge de 12 ans, mais dès le départ, prévoir une thérapeutique pour corriger une dysmorphose, comme dans tous les métiers. À partir du moment où on diagnostique une dysharmonie, une dysmorphose, il faut la prendre en charge. Alors pourquoi l'orthodontie pédiatrique? Parce que c'est les enfants dès 3 ans, entre 3 et 6 ans, quand les dents de lait sont là, et qu'au départ c'est plus le métier de la pédiatrie, et que l'orthodontie, qui était l'orthopédie des mâchoires ou l'orthopédie dentofaciale, aujourd'hui est un nom commun, connu sur l'orthodontie, qui représente le métier du spécialiste qui déplace les dents, mais réellement qui déplace les dents et les mâchoires, puisqu'on se rend compte aussi que chez l'adulte, on a parfois appel à la chirurgie des mâchoires parce qu'on ne peut pas corriger les décalages de dents uniquement par des appareils orthodontiques. Alors c'est sûr que faut-il vraiment emmener son enfant chez l'orthodontiste? On a envie de le protéger, son enfant. On a envie qu'il soit bien, donc on n'a pas envie de l'embêter avec des appareils, mais en fait on n'embête pas, on lui rend service, on essaie juste d'aider sa croissance. Quoi de mieux que de faire qu'un enfant se développe et se mette et grandisse mieux en fait au niveau de ses mâchoires, son visage, ses fonctions. Traiter un enfant à cet âge, c'est un peu comme un jardinier où une plante arrive, on la met un peu plus au soleil, on lui donne un peu plus d'eau, un peu plus de lumière, et elle se développe. C'est un peu ça aussi l'orthodontie pédiatrique. Et c'est comme des Formule 1, c'est pas des voitures qui sont faites à la chaîne. Les enfants sont tous différents, donc des fois il faut leur mettre un appareil, observer, l'aider, le diriger pour qu'ils grandissent mieux. En fait, au départ de cette orthodontie, ça s'appelait l'orthopédie dentofaciale. Le but, c'était vraiment d'être fonctionnel et de permettre de mieux mastiquer, de ne pas avoir de problème de mastication. L'esthétique est arrivée en intégrant les données esthétiques. Et je pense qu'en fait, il n'y a pas de fonctionnel et d'esthétique. Et je pense qu'aujourd'hui, quelque chose qui fonctionne bien est esthétique et quelque chose qui est esthétique doit bien fonctionner. Parce que ce n'est pas une esthétique abstraite qu'on fait, c'est une esthétique fonctionnelle d'un visage. C'est-à-dire que votre visage ne sert pas qu'à sourire. Ouais. Et d'abord, moi en tant que spécialiste de cette partie-là, votre visage, la première chose, c'est qu'il sert à respirer. Et que d'abord, un visage qui respire bien est un visage qui fonctionne bien. C'est comme le moteur d'une voiture. La moteur de voiture, elle fonctionne avec un système de refroidissement par eau et un système de refroidissement par air. Mais pour que cet air refroidir, il faut qu'il y ait des filtres. Votre filtre, il est ici. Et cette partie-là, c'est pas seulement l'air qui arrive dans l'organisme, c'est pas seulement le filtre, mais c'est aussi le support de votre mâchoire, qui elle est le support des dents. La dent, c'est presque ce que vous voyez de l'iceberg. Mais l'iceberg est beaucoup plus complexe. Et il commence à se former dès le départ. Donc vous avez cette partie-là qui vous sert à respirer, à fonctionner, à oxygéner, à filtrer l'air qui arrive plus haut, qui vous permet aussi par des petits morceaux de cellules de refroidir le système bas du cerveau et du cervelet.
Parce que finalement, vous ne pouvez pas que maintenir à 37 degrés toute cette partie-là par le sang qui vient ici, vous devez aussi le maintenir par un système d'air qui vient dans les parties terminales. Et c'est pour ça que des fois, vous voyez les gens qui sont un peu marqués, les enfants, les personnes âgées qui sont marquées ici, parce qu'ils n'arrivent pas à refroidir, donc ils utilisent à fond le système sanguin pour y arriver. Mais en dehors de cette partie-là, vous avez cette partie-là. Et cette partie-là, c'est par là que vous alimentez. Il n'y a pas d'autre solution. Ou alors vous avez un accident, vous mettez une perfusion. Mais si vous n'avez pas ça et ça, aujourd'hui, c'est notre spécialité. Elle dépasse le sourire, elle dépasse la fonction, elle dépasse la mastication. Et en 2013, elle mérite beaucoup plus que ce qu'on peut faire d'orthodontie et beaucoup plus que ce que vous pensez qui est de juste poser un appareil en fer qui aligne les dents. Déjà en 2013, je pensais que l'orthodontie pédiatrique était importante. J'ai écrit ce livre en 2018 qui explique un peu plus précisément le chemin et pourquoi on est arrivé à ce traitement chez les jeunes. Bonjour, je suis le docteur Bergeron Patrice, orthodontiste qui a fait ses études en France et qui est maintenant depuis 7 ans dans une pratique à Genève. Je vais vous présenter mon livre qui s'appelle L'orthodontie du sourire. Alors l'orthodontie du sourire, on parle d'orthodontie pour les enfants et maintenant de plus en plus pour les adultes, mais on parle aussi de sourire, pas seulement des dents, de blanchiment. Alors la première partie, elle est concentrée à l'évolution de l'orthodontie qui est née dans les années 80 et qui aujourd'hui au XXIe siècle a beaucoup évolué parce qu'elle dépend comme beaucoup d'autres métiers des évolutions technologiques et c'est vrai que déplacer des petits objets comme des dents, aujourd'hui on dépose sur des écrans avec des souris, avec des programmes informatiques et on a un calcul qui est beaucoup plus précis qu'à l'œil nu. Alors en ce qui concerne les enfants, le plus important c'est que nous travaillons sur les mâchoires, la mâchoire du haut, la mâchoire du bas. Ces deux mâchoires sont l'origine de l'alimentation de l'être humain, que ce soit en air ou que ce soit en énergie. Tout passe par ces mâchoires. On se rend compte qu'aujourd'hui, avec la pollution, avec la mastication molle, les mâchoires ont de plus en plus de mal à se développer et qu'une grosse partie de notre métier, c'est de restimuler et d'aider les mâchoires à mieux grandir. Un enfant, c'est comme une plante. L'enfant grandit, alors il a une partie génétique qui va déterminer sa taille en hauteur et qui va déterminer par rapport aux parents de combien il va mesurer. Mais par contre, pour les mâchoires, c'est tout à fait différent. La mâchoire du haut est une mâchoire qui est mésenchymateuse, qui correspond au crâne, qui grandit que si elle est stimulée, que si on mastique bien, que si on respire bien. Ces deux fonctions sont souvent perturbées par un phénomène social et de société aujourd'hui. Donc un de nos métiers est de recréer et de restimuler la croissance de ces mâchoires par des appareillages. Ces appareillages vont aider l'enfant à mieux grandir. Alors bien sûr, ce n'est pas une maladie, dans tous les cas on grandit, mais comme une plante, si on lui met un peu plus de soleil, un peu plus d'eau, si on la remet mieux, eh ben, on va réussir à mieux la faire grandir. Alors l'appareil dentaire chez un enfant, c'est un peu comme un tuteur pour un arbre. Aujourd'hui, on plante toujours un arbre avec un tuteur, et pour l'enfant, c'est un peu pareil. On va essayer de lui donner le maximum de son potentiel. Alors pourquoi le livre? Alors pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que en tant que professionnel et orthodontiste depuis 25 ans, je me rends compte que la majorité des patients qui viennent me voir me posent souvent les mêmes questions et qu'il est difficile en 20 minutes, en 30 minutes de pouvoir répondre à toute la demande du patient. Le livre, il représente 200 pages, c'est comme un deuxième avis. Ça permet à un patient, sans devoir prendre un rendez-vous, sans avoir une consultation, de connaître mon histoire, l'histoire de l'orthodontie, pourquoi je pratique comme ça, pourquoi je traite les enfants jeunes. Si vous voulez les réponses à toutes ces questions, je les ai données dans le livre. Bien souvent, je dis à même mes patients, je dis écoutez, on n'a pas eu le temps dans la consultation de répondre à tout, de faire le tour. Avant de prendre votre décision, vous pouvez aussi lire mon livre. Ça vous aidera et ça vous permettra de poser des questions plus précises et de prendre une meilleure décision. En tout cas, vous connaîtrez les alternatives et vous saurez où on en est aujourd'hui en orthodontie. Je crois que l'enfant n'est pas divisé en tiroirs, c'est un tout et les traitements et la compréhension des pathologies doivent être multifactoriels et intégrer une équipe cohérente, complète et ayant le même sens des besoins de l'enfant. Et donc je repasse la parole au président Bergeron, que je remercie de prendre la suite de ma présidence. Je terminerai par cette phrase de Voltaire: Père, de vos enfants guidez le premier âge, ne forcez point leur goût, mais dirigez leurs pas. C'est ça aussi l'orthodontie pédiatrique.